Bienvenue au Festival Fantastique. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Alexandre Aja. Comment ça va? Bah écoute, très bien, fin de festival, très heureux. Les cernes qui s'installent. Les scènes qui s'installent, mais plein de films dans la tête, quoi. C'est surtout ça, c'est pour ça que je viens ici. Oui, c'est sur Faire une sorte de cure, quoi. Il y a des gens qui vont à Thalasso, moi je viens dans les festivals. une purge traumatique, on va dire. Pure traumatique, pas traumatique, non, pas tellement en fait. Il n'y a rien de vraiment traumatisant que j'ai vu. Cette sélection. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, ça veut Non, dire d'accord, ouais. au contraire. Il y avait vraiment des très très belles choses. Des formes qui sont un peu différentes. Ouais. Alors, C'est sûr. je voudrais parler un petit peu du trauma avec toi, parce que je suis ravi de te rencontrer, puisque tu m'as traumatisé petit, sache-le. Et je sais que toi aussi, tu errais très tôt dans les salles obscures, et que le traumatisme a une place importante aussi, sans doute sur ton appétence et ton goût pour le cinéma d'horreur. Je pense notamment d'ailleurs à Wes Craven qui disait que le cinéma d'horreur ne crée pas la peur, mais qu'il la libère. Est-ce que tu penses que tu nous as libérés de la peur sur ton œuvre? Alors, est-ce que j'ai libéré les gens de leur peur, les spectateurs? Je sais pas. Moi, personnellement, un peu. Un peu. Ouais, je pense qu'en effet, le trauma est toujours un petit peu la graine qui fait qu'on est attiré par ce type de cinéma, ce type d'histoire. Moi, j'ai eu très peur très tôt. Que ce soit des films, des livres, j'étais plutôt pas très vaillant ou courageux enfant, et j'ai souvenir vraiment comme ça de terreur nocturne à essayer d'appeler avec la voix un petit peu dans la gorge qui sort pas. Et c'est ce sentiment-là qui, je pense, m'a vraiment motivé quand on a écrit nos premières histoires d'horreur, et l'envie de la transmettre, de la libérer, comme disait Wes, donc auprès des autres pour l'exorciser quelque part. Alors, je pense aussi tout particulièrement à certains films qui, moi, m'ont traumatisé et m'ont marqué quand j'étais jeune. Évidemment, il y a La colline à des yeux, il y a également Haute tension. Et je voulais revenir peut-être sur ce qui fait un bon film d'horreur. Alors, il y a les personnages, il y a le soin apporté au son et au silence, pas très certainement, aux méchants également. Mais moi, je voudrais tout particulièrement peut-être qu'on parle de la question des espaces, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Qu'il s'agisse de La colline à des yeux, on est plongé au milieu du désert. Haute tension, c'est une maison. Et pourtant, petit à petit, l'espace semble se refermer autour de cette caravane, autour de cette maison, où tu vas un petit peu violer notre imaginaire, même littéralement, puisqu'en fait, c'est des espaces qu'on pensait sains, qu'on pensait sûrs, en sécurité. Et en fait, ça va basculer en un instant, ce qui, je pense, est l'une de tes spécialités. Et c'est très typé d'ailleurs de ces années 2000 aujourd'hui. Il y a quelque chose dans le domestique qui est très intéressant parce qu'il est évidemment universel. Si on fait des films d'horreur sur des décors ou des environnements qu'on ne connaît pas, c'est parfois très intéressant. Évidemment, on pourrait faire un film dans la jungle, voilà, mais c'est vrai que dès qu'on se met sur quelque chose qu'on perçoit, dont on a l'habitude, et qu'on va changer cet espace, quand je fais Crawl, on est dans une maison et tout d'un coup, c'est l'ouragan qui va amener l'inondation, la pluie, la tempête à l'intérieur de la maison, et évidemment, avec cette eau va venir les alligators. Ce genre d'invasion de notre espace privé, de notre intimité, qui fait que qu'on est mis à l'épreuve et mais moi, sur tous les films, c'est vrai que je l'ai pas fait sciemment, mais je me rends compte aujourd'hui, je suis toujours attiré par des environnements qui sont des environnements qui pourraient presque être des huis clos, mais qui sont des huis clos qui s'ouvrent. La colline, ça se passe dans le désert, mais c'est vraiment au milieu de ces collines et de cet environnement. Crawl, ça se passe dans un soubassement, dans la maison, dans un quartier, mais c'est dans cette tempête. Haute tension, pareil, on est dans la nuit, et puis bon, c'est vraiment, on a toujours cette unité un petit peu de décor qui me plaît beaucoup, parce que vient avec cette unité de décor l'unité de temps, presque. Alors, je fais pas des films qui sont en temps réel, mais qui sont en général, qui se passent, en tout cas tous les survival que j'ai fait, se passent sur des durées qui sont assez réduites, une journée, quelques heures, quelques jours au maximum. Et ça permet de créer cette évolution
Et ça permet de créer ce qui, pour moi, est une des clés pour le cinéma de genre, de cinéma d'horreur en tout cas, qui est de créer une expérience immersive. Et c'est très important pour moi, en tout cas, encore une fois, tout ce que je dis là, c'est des ressentis qui me parlent en tant que spectateur. C'est avant d'être un réalisateur, je suis un spectateur, et j'aime en particulier les films qui me font oublier que je suis en train de regarder quelque chose et qui me plongent dans une expérience où je vais traverser parfois l'enfer, parfois des choses absolument terribles, et je vais sortir de là comme les personnages, un petit peu exténués, à bout de souffle, en sueur. J'aime ce sentiment d'être éprouvant, en fait, d'une expérience d'un film. Et c'est ça que j'essaye de reproduire, ou en tout cas de créer à chaque fois que je fais mes films. Faire du cinéma une épreuve, en quelque sorte. Faire du cinéma une épreuve, pas que ce soit une torture non plus. Non. Donc je sais pas, l'idée c'est pas de torturer les gens, l'idée c'est de les inviter, que les personnages soient assez réalistes pour pouvoir nous tendre la main et nous emmener, nous faire traverser le miroir et nous faire vivre à leur côté une nuit de cauchemar parfois, ou parfois quelque chose de beaucoup plus beau aussi, donc ça dépend. Évidemment, je mets de côté tous les films. Piranha, c'est une comédie d'horreur. Oui, voilà, mais c'est vrai que pour le survival, c'est des choses qui sont en général assez calibrées, où le domestique a évidemment une part très importante. Ou Oxygène, et ceux qui sont dans lequel, alors là, on est dans le huis clos pur et parfait. Là, on est vraiment dans le huis clos. Ouais. Je suis forcément malade. Aucune maladie ou anormalité détectée. Je suis pas malade. Milo, déverrouillage. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette requête pour le moment. Milo, s'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas en mesure d'accéder à cette... Je pense aussi que quelque chose qui marche vraiment tout particulièrement dans l'horreur, c'est les éléments du home invasion. Et les éléments du home invasion dans les deux sens, parce qu'en fait, on a souvent l'image, quand on parle de home invasion, de Funny Games, où il y a des intrus qui viennent chez nous, mais on oublie aussi les home invasion inversés, c'est-à-dire on arrive au mauvais endroit. Finalement, c'est peur. C'est ça, un massacre à la tronçonneuse. Exactement. Ou même récemment, un film que j'ai adoré aussi, je ne sais pas si t'as plu, c'était Speak No Evil, des Noirs, je trouvais incroyable, qui renversait un peu cette vapeur. Et je voudrais peut-être aussi qu'on discute avec toi des images mémoires que tu as du cinéma d'horreur. On a, je sais pas, il y a le facehugger, il y a le loup de The Thing, on a tous cette baignoire dans les Freddy. Alors moi, mes premières images, les images qui ont vraiment formé ou formaté mon imagination ou traumatisé mon enfance, c'est, je pense que la première image, ça doit être, à mon avis, La sorcière de Blanche-Neige. Ah. Mais c'est classique, hein, ça c'est vraiment très très petit ça. Et derrière, je pense que ça va être pareil. Vraiment, j'ai l'impression que je dois avoir peut-être 3 ans ou 4 ans. C'est la scène de fin. Je tombe par hasard. En fait, je rentre dans un salon où des enfants beaucoup plus grands que moi sont en train de regarder le premier Indiana Jones. Ok. J'arrive exactement. Ah non, pas le Temple Maudit, non, les Aventuriers de l'Arche perdue. Et j'arrive à la fin, au moment où les nazis sont en train de fondre. Et j'étais, je pense, pétrifié. En fait, c'est vraiment un sentiment. Et cette image est restée très longtemps avec moi. Et mon vrai traumatisme, c'est quelques années plus tard, je dois avoir 6 ou 7 ans, et je vais à un vidéoclub qui est vraiment pas loin de chez moi, où j'ai le droit d'aller seul pour chercher des VHS, et j'ai loué par accident, ou en tout cas la personne s'est trompée, et j'ai loué Shining. Ah, le Superman 2. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance, et je l'ai su dès que j'ai mis la cassette dans le magnétoscope. J'ai su tout de suite que c'était pas le bon film, et pourtant je pouvais pas l'arrêter. Il y avait vraiment quelque chose, encore une fois, d'hypnotisant en fait. Il y avait quelque chose dans cette peur qui était, et pourtant, à un moment donné, j'ai réussi à arrêter. Et pourtant, le début du film de Shining n'a pas de scène trop, mais il y avait cette musique, lourdeur, cette ambiance, ce ton
qui était mais absolument terrifiant. C'est un des meilleurs exemples, Shining, d'utilisation magistrale de la musique dès les premiers instants. Avec cet hélicoptère, on sait en hauteur, cette scène suivra, cette moquette, ces motifs, cette scène du tricycle quand on tourne au coin et on ne sait pas encore à quoi s'attendre. Bah, c'est le chef-d'œuvre, hein. C'est le film parfait pour moi. En tout cas, c'est Shining, c'est vraiment le film que je regarde régulièrement. Et il y en a pas beaucoup comme ça, mais vraiment, c'est pour moi un film. Et à chaque fois que je le revois, je redécouvre quelque chose, je vois une autre interprétation. Voilà, c'est un film qui touche à la perfection et qui atteint justement un niveau d'interprétation multiple qui est rare en fait dans le cinéma. Jack Nicholson au diapason. Voilà. Je trouve que les films du siècle dernier, bon, on peut pas maintenant dire le siècle dernier, hein, ça date. Était J'ai fait un film le siècle dernier, mon premier film est en 98. Furia. Ouais. Mais il y avait cette idée, je trouve, tout particulièrement dans les 70-80, d'avoir des boogeymen, d'avoir des croque-mitaines, des figures un peu invincibles du méchant. Et je me suis posé la question là récemment en voyant Terrifier. J'avais vu seul chez moi, sans savoir du tout à quoi m'attendre. J'ai personnellement adoré combien il jouait avec les codes. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la naissance d'un boogeyman moderne et que ça faisait vraiment extrêmement longtemps qu'on n'en avait pas eu. Finalement, c'est quoi le dernier boogeyman pour toi? Le dernier boogeyman, ça c'est une très bonne question. J'ai l'impression quand même que ces corps un peu vieillissants, décharnés et nus de It Follows avaient quand même réussi à réinventer une sorte de menace ou de peur très inspirée de la photographie de Greg Kuchen qui a fait exactement ce genre de visuel. Après, dans les autres boogeyman récents que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est Terrifier, pas marqué. Alors Terrifier, il y a quelque chose. Je suis très ambivalent dessus parce que je parlais d'expérience et moi j'ai l'impression, en tout cas, alors c'est particulier parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens qui voient ces films-là trouvent le côté un petit peu cheap, c'est-à-dire low budget avec des acteurs très amateurs. Ça participe au réalisme de l'expérience. Moi, ça me sort. Moi, ça me sort du film. Et j'ai toujours eu ce problème-là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai toujours été beaucoup plus fan des Toby Hooper, Wes Craven, Carpenter, Lustig, du côté américain que du cinéma d'horreur italien, qui avait des moments de bravoure exceptionnels, des scènes phénoménales, mais qui dans leur longueur avaient quand même des problèmes de jeu, des problèmes de dialogue, des problèmes de situation, où tout d'un coup on était sorti de l'expérience. Et c'est un petit peu, alors c'est peut-être moi qui suis un petit peu, réducteur dans ma vision de ça, mais j'ai eu un peu ce sentiment-là avec Terrifier. J'ai eu l'impression qu'on était un peu dans quelque chose de à la fois intéressant, mais à la fois tellement Z. C'est du film fauché, mais moi, c'est vrai que je l'avais beaucoup aimé pour une raison que j'ai trouvé assez folle, c'est qu'à aucun moment de tout le film, j'avais pu imaginer un instant que ça puisse être un croque-mitaine, en fait, jusqu'aux dernières secondes du film. Et je trouve que ce genre de twist, il nous rend complices tout au long du film. Il est toujours comme ça, en train de rire, etc. Et hilar. Il y avait quelque chose qui était vraiment très moderne. Et c'est un peu ça que c'était un peu ma prochaine question. C'est-à-dire, c'est quoi un film d'horreur moderne, sachant qu'il y a quand même beaucoup de codes qui sont convenus, qui ont déjà été vus et revus, ou alors il y en a qui pour moi ont aussi marqué, je pense à Damien Rugna et Weneville Lux, oui, le postulat de départ, c'est les prêtres qui sont déjà morts. Ouais. Oui,
très bien, on est en 2025. Oui, les prêtres sont déjà morts. On peut pas refaire l'exorcisme. Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazca más. Ce serait quoi un film d'horreur moderne aujourd'hui? Alors, moi, j'ai beaucoup de mal avec la modernité, parce que je pense qu'il n'y a pas ça n'existe pas. Je pense qu'on est toujours dans des cycles et qu'on est dans une réinvention permanente d'une grammaire cinématographique et d'une grammaire de la fiction et des personnages, mais que finalement, on revient toujours à des... Alors, est-ce que la modernité, c'est les années 90 aujourd'hui? Est-ce que la modernité, c'est les années 70, comme ça avait pu l'être au début 2000? J'ai l'impression que les sources, évidemment, les nouveaux réalisateurs viennent avec leur vision. Après, il y a une différence entre les réalisateurs qui vont être des réalisateurs très postmodernes, qui vont être que dans la référence, et puis ceux qui vont vraiment se pencher sur leur propre expérience. Il y a certains films que j'ai vus dans la sélection du festival qui avaient des propositions qui étaient vraiment nouvelles. Je pense à un film japonais. Voilà. The Curse? Non, non, pas The Curse. J'ai pas aimé, moi, The Curse. Non, non, pas The Curse, mais je peux pas dire que je suis encore membre. Voilà. Ça sera publié a posteriori, Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose sur la culture, sur l'éducation, sur le formatage qui était vraiment intéressant. Ah, c'est peut-être New Group, non? Oui, je pense que c'est celui-ci j'ai manqué, mais mon collègue l'avait au NIF et il avait vraiment beaucoup aimé, il m'avait dit que c'était très punk dans l'esprit. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose de frais, quoi, de nouveau, de pas vu ou de drôle et en même temps terrifiant et qui laisse une vraie réflexion derrière. Je pense aussi que notre époque, elle a la chance en ce moment de voir un peu une renaissance des films de genre, où à un moment c'était, je déteste ce terme, les variétés d'horreur et tout, etc. Mais vraiment, à un moment, on a l'impression qu'on était un peu le geek boutonneux quand on faisait des films d'horreur, et aujourd'hui, c'est totalement admis. Il y a eu des sacs, de Substance, d'autres films graves, etc. Et ça, je pense que c'est quand même une bonne chose. Justement, je voulais aussi demander, qu'est-ce que tu changerais entre l'Alexandre Aja du siècle dernier et le Alexandre Aja d'aujourd'hui? Est-ce que tu es le même sur la représentation de la violence, par exemple? Est-ce que ton cinéma a évolué? Est-ce que tu veux le faire évoluer? Je pense qu'on évolue toujours. J'espère. En tout cas, j'espère que je m'améliore. J'ai encore toujours beaucoup de mal à regarder mes films parce que j'ai toujours l'impression qu'ils sont pas finis. J'ai toujours envie de changer des choses, toujours envie de corriger des choses, surtout. J'ai l'impression que ça, c'est pas propre aux cinéastes de films d'horreur ou de science-fiction ou de fantastique, hein. C'est propre, à mon avis, à tous les cinéastes, mais même tous les musiciens, tous les métiers un petit peu artistiques. J'ai l'impression que chaque expression qu'on met comme ça, qu'on donne à un moment donné, qu'on inscrit dans un instant T, c'est une sorte de photographie de ce qu'on est à ce moment-là. Et quand je regarde mon premier film, donc Organisation de Furia, je vois à la fois les convictions d'un jeune garçon de 20 ans, et je vois aussi la naïveté, et je vois les maladresses, et en même temps les ambitions, et je vois en fait les défauts et les qualités, et je me dis, bah oui, en fait, ce film-là est un bon Polaroid ou une bonne photographie de ce que j'étais à ce moment-là. Et j'ai l'impression que les films, enfin, quand ils sont personnels, hein, évidemment, alors c'est bizarre de dire La colline des yeux, c'est personnel, ou des Piranhas, c'est personnel, mais il y a un truc sur ce que ça représente dans le fond, qui fait qu'on peut vraiment se retrouver. Donc, oui, j'ai changé. Est-ce que je pourrais faire Piranha aujourd'hui? Je sais pas. Le piranha chasse en meute. La première morsure fait couler le sang. Et le sang attire la meute. Comment dire, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que là, normalement, je ne revois jamais mes films. Mais là, pendant ce festival, il y a une rétrospective de 6 de mes films. Et je me suis quand même je me suis fait avoir. J'ai été voir Piranha en 3D. Et j'ai été voir Horns.
Et c'est vrai qu'en regardant Piranha, ça faisait quasiment 15 ans que je l'avais pas vu. Hein. Ok. J'ai passé un très bon moment et avec assez de distance pour oublier que j'étais responsable des choses que je pouvais pas faire. Donc il y avait une sorte de dissociation où finalement ça y est, il y avait assez de temps donc je pouvais le juger et en même temps l'apprécier presque comme un spectateur qu'il découvre. Tout ce temps, hein, depuis Furia, la technologie a très largement évolué. Bon, je suis un gros fan des animatroniques. J'adore quand il y a un côté encore organique, quand on peut encore avoir des choses qui sont pas faites exclusivement en CGI. Aujourd'hui, c'est quoi la différence peut-être de réaliser un film d'horreur avec tous les outils qu'on a à disposition, et je rajouterais même avec ceux qui arrivent et qui font peur à tout le monde et au milieu artistique tout particulièrement, comme l'IA. Enfin, on voit là que petit à petit ça avance. C'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. C'est vraiment le cœur du problème aujourd'hui, l'IA, et comment on va l'utiliser et comment elle va s'intégrer. J'ai malheureusement l'impression que l'éviter, c'est une illusion et qu'il va falloir faire avec. Pendant cette semaine de festival, j'ai eu aussi une carte blanche. J'ai présenté en grand écran Werner Herzog, c'est ça. de films. Non, j'ai présenté Onibaba, Ah oui. film japonais extraordinaire de 64. Et The Thing de Carpenter. Et on parlait donc des faits. Donc The Thing est un film qui, voilà, on est au début 80. Ouais. C'est Rob Bottin, qui est le génie des maquillages et des animatronics, qui a à peine 20 ans à l'époque, qui fait toutes les créatures. Et c'est magistral ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, quand on le voit sur le grand écran, et je sais que peut-être d'autres puristes comme moi vont m'assassiner si je dis ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut un peu plisser les yeux, quoi. Il faut quand même, c'est magnifique, mais ça reste du faux et ça fait pas complètement réel. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, que j'ai découvert Les Oiseaux d'Hitchcock, oui. Et que on me disait, attends, tu vas voir, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'ai vu tout de suite que les trucages optiques étaient ratés et je me dis, bon, bah, oui, c'est pas mal, mais bon, ça fait pas très peur parce qu'il n'y a pas un plan où j'y crois vraiment. Donc, je comprends ce sentiment-là. Aujourd'hui, on a des technologies à notre service qui sont exceptionnelles. Après, je suis un fervent défenseur et surtout, je suis convaincu que la bonne technique, c'est toujours d'utiliser toutes les techniques. C'est le mélange des techniques qui fait que tout d'un coup, un plan va sembler complètement transparent. Quand je dis transparent, c'est-à-dire qu'on va pas avoir l'impression qu'il y a un effet. Exact. Et c'est très important d'avoir à la fois des effets mécaniques, visuels, mais aussi prothèses, maquillage, mais jamais se dire je vais tout faire en prothèse, je vais tout faire en VFX, parce que ça marche jamais l'un ou l'autre. En fait, c'est le mélange de ces techniques-là qui, je trouve, encore aujourd'hui, arrive au meilleur résultat. Et cette réflexion, elle est avant évidemment l'arrivée de l'IA, avant où on se dirige très très rapidement sur sur des effets qui peuvent être générés en quelques minutes, qui sont du niveau de... Disons je pense qu'il y a des questions à se poser sur voilà, les studios de Pixar, etc., où il y a un gars qui est spécialisé du nez et qui va faire un nez toute sa carrière pendant 30 ans. Si tu peux le faire plus rapidement avec de l'IA, bon, on peut peut-être en discuter sur ce passage-là. Mais on voit effectivement qu'il y a un appel d'air. Actuellement, il commence à y avoir dans les festivals des films programmés faits par IA. Là, il y en a un, mais c'est une critique de l'IA notamment. Il y en a d'autres qui étaient programmés, où ça avait fait un tollé à Annecy notamment. On voit que ça s'installe. Et ce qui est peut-être dur à accepter aussi pour des réalisateurs d'horreur, c'est que vous avez quand même très souvent travaillé sous contrainte. C'est-à-dire sous contrainte technique. Ouais, c'est-à-dire il fallait faire... Comment je fais dans Piranha pour faire une mer de sang? Bon, bah, on prend des litres de sang et... Oui, bien sûr. Non, mais il y a évidemment tout un
Mais en même temps, la contrainte dans le cinéma, et pas que dans le cinéma d'horreur, hein, elle est génératrice d'idées. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est la contrainte qui va amener une nouvelle forme. Évidemment, l'exemple le plus connu, c'est les Dents de la Mer et le requin qui ne marche pas, qui va amener au côté suggéré du requin qui est fabuleux. C'est toujours ces contraintes-là. C'est vrai que tout est possible, va peut-être amener des choses qui seront plus plates finalement, parce que nous forcerons moins à nous creuser les ménages pour trouver des solutions, parce que réaliser un film, c'est aussi trouver des solutions à chaque heure de la journée, parce qu'il y a des problèmes permanents et il y a des choses qu'on n'attend pas, et c'est transformer des problèmes en solutions. C'est ne jamais accepter le compromis, mais toujours transformer l'adversité force créatrice. Et ça, c'est l'essence même de ce métier-là. Donc maintenant, si tout d'un coup, avec un prompt et un bouton, on peut générer absolument tout ce qu'on a dans la tête, ça peut être formidable à un moment donné, mais la contrainte va manquer. Et puis peut-être l'accident va manquer aussi. Peut-être, oui, ce qui fait aussi le charme des films, cet accident qui va générer d'autres idées. Et puis aussi quand même, je pense, cette idée de se dire, est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on voit des choses, est-ce qu'on fait des choses parce qu'elles viennent de quelque chose qui a une âme, entre guillemets, ou est-ce qu'on veut quelque chose qui n'est juste le fruit que de la somme de tout ce qui existe aussi, tant que c'est pas cadré. Alors, c'est en même temps, personne ne le fait ex nihilo. Hein. Donc, voilà, une sirène, ça reste une femme et un poisson. Donc, c'est imaginer, c'est combiner. Donc voilà, on est là-dedans. Donc, le processus de l'IA génératrice, elle est très similaire à beaucoup de processus créatifs. Après, c'est vrai qu'il y a des limites, mais j'ai l'impression que ces limites volent en éclats chaque jour, presque chaque semaine. C'est complètement fou. Donc, qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain? Peut-être aussi qu'est-ce qu'on souhaite défendre, à savoir, est-ce qu'on veut défendre cette démarche, tout ce qu'il y a avant le film, parce que c'est pas juste consommer un film, arriver en salle, c'est tout ce qu'il y a derrière, les rencontres, les échanges, le plateau. Bien sûr, mais c'est la grande question. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui a des idées, qui a une envie, une vision, et puis il y a quelqu'un qui a un écran, que ce soit une salle de cinéma, une télévision ou un téléphone. J'espère pas trop de téléphone. Et c'est combien de personnes il y a entre ces deux personnes, en fait, et combien de collaborations il va y avoir. Donc évidemment, l'IA pose des vraies questions de comment les films vont se fabriquer et comment on va arriver à ces échanges. Mais il y a moins d'échanges, évidemment, avec les IA qu'avec des collaborateurs qui ont aussi des visions. Mais après, si tout le monde est assisté d'IA, je sais pas, c'est vraiment c'est au cœur, en tout cas, de ma réflexion tous les jours, parce que faire l'autruche, ça sert pas à grand chose. Ça va arriver. Bragging about getting gigs and battling a villain. Meet the latest creation from the world of artificial intelligence. Tilly Norwood, 100% AI generated. Peut-être juste pour conclure très rapidement, je voulais juste savoir si tu pouvais nous toucher quelques mots sur un prochain projet que tu aurais en tête, ou alors un regret de projet que tu aurais aimé. Si là on commence à parler des regrets de projets que j'ai développés, là on y est pour 10 heures. J'en ai vraiment beaucoup, et c'est intéressant parce que souvent les films qu'on n'a pas fait sont aussi importants pour un réalisateur que ceux qu'on a fait, parce qu'on passe des années à développer des projets parfois qui ne se font pas, mais qui existent quand même quelque part dans nos têtes. Non, là je travaille toujours sur une suite de crawls. Qui j'espère va se faire très vite, et je travaille aussi sur un projet qu'on tournerait en français et en France, assez ambitieux et très fantastique aussi, aux frontières de l'horreur, mais d'époque, voilà, que je vais aussi peut-être faire cette année. Ok, voilà. Bon, très bien, merci pour ces quelques pistes. Merci. Merci pour le temps que tu nous as accordé dans ton emploi du temps, j'imagine chargé. Merci. Et puis on se retrouve bientôt sur Mag. Ciao.